Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Merci à tous ceux qui sont bien connectés, qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. Dans le Da Fresh Morning, dans le studio, on reçoit Farid, c'est ça Farid? Oui, Farid Arabe. Farid Arabe. Exactement, c'est un joli nom de famille. Non, Arabe, c'est pas dedans. Si, c'est mon nom, c'est mon vrai nom de famille. Non. Si, j'ai ma carte Non, là on d'identité. fait le contrôle. Non, monsieur, non. Ah non, je l'ai trop souvent en Paris, c'est bon ça. Non. Arabe, prénom Farid. Farid, c'est ça. Au lycée, on vous appelait Farid Arabe. Non, on m'appelait que Farid, les profs n'avaient pas envie de m'appeler arabe devant 300-400 arabes. Ah. Ils avaient choisi Farid. Merci Farid, c'est un réel plaisir de te recevoir dans notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors toi, tu es spécialiste des e-commerce. Alors je dis donc que je suis tout ce qui touche au domaine du digital, mais oui, j'ai une spécialité dans le référencement et l'e-commerce. Le référencement et C'est l'e-commerce. ça, donc tout ce qui touche au SEO, le Search Engine Optimization. Donc le but de pouvoir faire en sorte que les sites e-commerce puissent arriver en premier sur Google quand vous tapez une requête. Donc notre métier à nous, c'est de faire en sorte d'optimiser les pages d'un site internet ou les liens qui vont vers un site internet pour améliorer son positionnement pour qu'il devienne premier sur Google. Wow. Donc ça, c'est assez important aujourd'hui parce qu'on peut avoir le meilleur site web, on peut avoir le meilleur service, on peut avoir le meilleur site e-commerce, mais si on n'est pas visible et qu'on n'est pas premier, bah les gens ne cliquent pas sur Mais notre tous site. ces services-là, ils sont payants. Ça dépend. Enfin, quand nous, on est consultants, on aide les sociétés aujourd'hui à améliorer leur référencement. Aujourd'hui, Google, il a créé ce qu'on appelle, enfin, il y a bien longtemps, c'est Google AdWords. Ça veut dire qu'on vient payer Google pour pouvoir finalement arriver en premier, ce qu'on appelle les liens sponsorisés. Ça veut D'accord. dire que ce sont des liens qui apparaissent tout en haut de Google. Quand on regarde, par exemple, quand on tape une requête, je sais pas, on pourrait taper voyage au Gabon, on va regarder sur Google et on va avoir 2-3 premiers liens qui vont souvent être des compagnies aériennes. Et elles payent au clic. Et elles payent à l'enchère. Donc ça, c'est très très cher. Donc ce que font les sociétés pour pas avoir trop de coûts, ce qu'elles font, c'est qu'elles payent des gens comme nous qui sont des consultants qui vont les aider à améliorer la conception de leur site internet pour faire en sorte que quand les robots de Google passent, ils lisent le site internet et ils puissent avoir les bonnes informations pour que finalement ils progressent. Et ça, c'est la première. Et la deuxième partie, c'est qu'on les aide à avoir des liens internet parce que plus vous avez de liens sur votre site, plus Google considère que vous êtes recommandé et donc plus il vous élève, on va dire, vers le haut. Et là, vous ne payez plus Google. Vous Voilà. payez maintenant le consultant. C'est ça, voilà. Dans Alors- tous les cas, on paye quand même. Hein. Oui, mais à la différence, c'est que par exemple, si vous êtes, on va dire, je sais pas, une branche d'hôtel, par exemple, on va appeler hotel.com ou booking.com, et bah, si vous faites des enchères, ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, 50, 100 euros le clic. Alors que nous, on n'est pas encore payé à 150 ou 100 euros, je dirais, même la minute. C'est-à-dire que ça peut aller très très vite, très très cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, les gens se posent la question de comment Google gagne de l'argent. Parce que finalement, c'est pas du tout visible. Mais c'est ça. Leur vrai système, leur vache à lait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le AdWords. C'est qu'au fur et à mesure, ils vont ajouter. Et là, il y a eu quelques nouveautés ces dernières semaines. C'est qu'au départ, on avait Google, il y avait zéro pub. 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont ajouté Google AdWords, qui est leur programme de publicité. Est apparu ce qu'on appelle les liens sponsorisés sur la droite. C'était des petits carrés de publicité. Et après, ils sont arrivés vers le haut. Et au fur et à mesure, maintenant, vous avez, quand vous tapez une adresse, vous avez la map qui apparaît. Mais dans la map, il y a aussi de la publicité. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle, nous, on appelle la ligne de flottaison. Ça veut dire que les premiers écrans qu'on voit avant de scroller et descendre, c'est quasiment que de la pub. C'est-à-dire que vous avez l'impression de cliquer sur quelque chose, une requête qui corresponde à votre choix, mais réellement, vous cliquez quoi qu'il en arrive sur de la pub. Donc finalement, ils dirigent aujourd'hui la recherche des gens par rapport à ce qu'ils font. Et donc ça devient une problématique parce que ça devient de plus en plus difficile que ce qui était finalement d'ordre gratuit puisse monter. Là, c'est complètement dirigé puisque ce n'est que de la pub. C'est-à-dire que la première page va être quasiment que de la pub. Donc il va falloir scroller pour aller sur la deuxième page bientôt peut-être. Enfin, en tout cas, la première page sous la ligne de flottaison, aujourd'hui, elle est payante. Et donc c'est pour ça que maintenant ça devient très très dur, même de passer par des consultants comme nous, parce qu'on n'a plus du tout le choix, ni aujourd'hui la manière de pouvoir les placer au-dessus de la ligne de flottaison, puisque c'est que du payant. Donc là, c'est les enchères. Et par exemple, je pense qu'en Afrique, c'est pas spécialement cher, parce qu'il y a très peu de gens qui utilisent AdWords. Mais en Europe et aux États-Unis, sur certains grands hôtels, on peut payer jusqu'à 250 euros le clic. Waouh. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser, il clique 10 fois sur le clic, il a fait payer 2500 euros à la société. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui...
C'est un truc de malade. Ouais, c'est pour ça. Donc on se retrouve avec des sommes qui sont colossaux. C'est pour ça que les budgets aujourd'hui sont en train de glisser. Ce que j'ai remarqué avec beaucoup de clients, on passe du Google maintenant à des publicités qui vont aller vers Facebook, qui sont beaucoup moins chères. Et on a une autre manière, c'est que Google, c'est juste un lien. On tape une requête, on a un lien, on a payé. Avec Facebook, maintenant, ce qui commence à être intéressant et un peu moins cher, c'est qu'on va diriger nos futurs clients vers une page Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, on capitalise notre achat de publicité, ce qui ne se fait pas avec Google AdWords aujourd'hui. Et donc, au fur et à mesure, les gens... Voilà pourquoi les entreprises préfèrent maintenant mettre l'adresse de leur page Facebook que l'adresse de leur site Internet. Oui. Par exemple, comme Nike. Exactement. Oui. Alors après, il y a aussi la différence entre ce qu'a loupé Google, c'est le virage social. C'est que Google est resté un moteur de recherche et Facebook un lien de recommandation. Sur Facebook, on a nos amis. Donc c'est très facile finalement de pouvoir s'envoyer des informations, des informations parce que c'est quand même recommandé. Donc là où Google n'a pas réussi, c'est à transformer Google+, qui devait être le concurrent de Facebook, en réseau social. Et Facebook a réussi à atteindre une telle taille, puisqu'on est maintenant à 1 milliard de personnes sur Facebook, qu'on se retrouve dans une situation où c'est beaucoup plus facile de discuter et de converser. Là où les grandes marques veulent aller aujourd'hui, maintenant, c'est converser avec leurs clients. Donc ils vont aller sur Facebook parce que sur Facebook, ils ont leur page et qu'ils peuvent contrôler ce qu'ils disent et avoir au fur et à mesure une discussion, une conversation avec leurs clients. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'ils capitalisent finalement. Et avec toutes les évolutions que Google a connues, parce que pour que les entreprises, par exemple aux États-Unis, en Europe et autres, arrivent à maîtriser aujourd'hui tous les circuits, c'est parce qu'elles ont connu les différentes évolutions que le moteur de recherche a connues. En Afrique, c'est comme si on tombait un petit peu dans la soupe. Alors, est-ce que tu penses que le e-commerce a de beaux jours devant lui concernant en parlant de l'Afrique, parce qu'au final, il faudra passer par Google. Oui et non. Parce que pourquoi? Alors, après, c'est malheureusement l'e-commerce, c'est la deuxième étape de l'internet. La première étape, comment on gagnait de l'argent avant, c'était la publicité. On mettait un signe, on mettait de la pub, on recevait souvent, c'était du Google AdSense, où on faisait payer certains annonceurs publicitaires. La problématique de l'e-commerce, c'est que c'est une étape qui sort de l'internet. Quand on fait de l'e-commerce, il faut de la logistique. Automatiquement, c'est-à-dire que j'ai un site e-commerce, il faut déjà le paiement. On a tous des problématiques en Afrique de paiement. Nous, en Algérie, c'est la même chose. Que ce soit sur le Maghreb, on a beaucoup de problèmes vis-à-vis des cartes bleues et ainsi de suite, parce qu'il y a aussi de la confiance. Et comme la confiance numérique n'existe pas avec la carte bleue, les gens ne veulent pas l'utiliser. Comme ils n'utilisent pas la carte bleue, les gens se retrouvent à payer, ou les sites e-commerce se retrouvent à faire financer ou leur site e-commerce par de la publicité et ne faire que du référencement finalement de produits en disant voilà ce qui est capable. Après, la deuxième étape, c'est quand il y a une carte bleue ou un paiement, il y a une problématique à régler qui est la logistique. Est-ce que moi qui paye, en combien de temps je vais me faire livrer? Est-ce que c'est en 24 heures, en une semaine? Est-ce que mon colis va arriver? Est-ce que si j'ai un problème, il a SAV, est-ce qu'il y a un service de SAV derrière l'e-commerce? Et donc c'est toutes ces étapes-là qui aujourd'hui font l'écosystème de l'e-commerce et qui sont difficiles. Alors certains ont les moyens et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé le site e-commerce. Ils font eux-mêmes la logistique de leur site e-commerce, donc ils vont livrer eux-mêmes. Et derrière, ils se font payer à la maison, ça veut dire directement à la livraison. C'est ceux qu'ils ont réussi à trouver un petit peu. Mais c'est un peu bancal comme système. C'est pour ça que l'e-commerce n'est pas une généralité chez nous, en Afrique. C'est qu'il y a une vraie difficulté. Et je pense qu'à mon avis, on va réinventer, et c'est ce qu'on fait toujours les Africains, on va réinventer un système e-commerce, peut-être avec le paiement mobile, avec d'autres choses qui vont finalement nous aider à passer à une autre étape. Mais on restera sur une problématique pour l'instant de logistique et de supply chain. Mais qu'est-ce qui a fait la confiance en fait que les utilisateurs ont dans d'autres pays? Parce qu'à la base, surtout en Europe et en ce Amérique. qui fait le business, c'est la confiance. Une seule chose qui a réussi et qu'il faut faire partout, et je ne sais pas si c'est possible en Afrique, normalement oui, c'est la loi. Tout le monde a créé des lois numériques. Alors c'est quoi la loi numérique? C'est que moi, commerçant, aujourd'hui, je vais donc faire en sorte que j'ai un site, je vais y mettre les moyens, donc HTTPS et ainsi de suite, et la banque derrière, et l'État garantit que même si moi, un client, je vais sur ce site et que je me fais voler, et que je prouve que je me suis fait voler, je me fais rembourser. On va dire qu'il y a 100% des gens qui se sont fait voler en e-commerce en Europe se font rembourser. Donc les gens se disent mais je n'ai plus peur, puisque quoi qu'il en arrive, même si je vais me faire voler, je me ferai rembourser. Donc la loi, c'est pour ça qu'ils appellent ça la loi de la confiance numérique. Les gens ont pris confiance, puisque de toute façon il n'y a plus de problème et plus de risques. Mais en Afrique, la réglementation, excuse-moi mon slave, en Afrique la réglementation bancaire a quand même beaucoup évolué, parce qu'il y a des institutions africaines sur le plan général qui
qui gèrent les établissements financiers. Déjà au Gabon, avec les cartes de crédit prépayées qu'on utilise une fois, qui vous ont pris de l'argent qui n'a pas été justifié, cet argent vous le revient. Mais le prépayé, par exemple, ça peut être une situation qui peut être intéressante. Mais après, c'est toujours les questions aussi de montant. Il y a des choses qu'on peut acheter qui coûtent rien, on a moins de risques. Et quand ça commence à être des problématiques un peu plus grandes, un peu plus chères, là, la carte bleue, le paiement mobile n'y font plus. Donc c'est la carte bancaire. Parce que nous, souvent, alors il y a certains pays, au Maroc par exemple, ils ont le S2M, c'est une très grosse société de monétique, ça a très bien marché avec eux. Ça va aussi dépendre du niveau de bancarisation, du niveau de monétisation des pays. Mais si les banques aujourd'hui jouent le jeu avec l'État, et qui disent qu'à partir de maintenant... Après, il y a eu aussi le 3D Secure qui est arrivé, qui a aussi donné la confiance. Ça veut dire que j'achète sur Internet, je reçois un texto, et j'ai un code, et ce code, je le mets. Ça veut dire que je sais que si quelqu'un m'a volé ma carte bleue, je sais qu'il est en train de l'utiliser parce qu'elle est reliée à mon numéro de téléphone que j'ai donné à ma banque. Et dans ces cas-là, ça rassure le client en disant « Ah, mais de toute façon, même si je me fais voler ma carte bancaire, même si on prend une photo et qu'on la prend... J'aurai toujours mon numéro de téléphone. Voilà, j'aurai toujours mon numéro de téléphone. Il y a un texto qui va arriver et qui va rassurer. Donc c'est un peu ces systèmes de réassurance qui font qu'au fur et à mesure, on peut installer une confiance numérique. Mais tout à l'heure, tu parlais du mobile money, le paiement mobile. Banking. On a aussi le mobile banking, on a aussi les banques. C'est pas la même chose en fait, parce qu'au final, plus le mobile banking avance dans les pays africains, plus les banques sont délaissées. Ouais. Enfin, les banques, je pense qu'elles vont aussi faire des choses pour... Alors, il faut faire attention parce que moi, je travaille dans le domaine... J'ai 2 startups dans le domaine de la monétique et j'avais sûrement dû entendre parler, il y avait l'époque aussi de Monéo en France qui avait été essayé de lancer pour... Le but, quelque part, c'était de créer une carte qui permette aux gens de plus passer par du liquide. Ça permettait finalement un peu politiquement de retirer un peu l'espèce, le black qu'il pouvait y avoir en France. Et avec cette carte, ça n'a pas marché. Donc ils ont essayé différents systèmes pour faire en sorte que les gens puissent, on va dire, comment je pourrais expliquer ça, être pas rassurés, mais le fait, si vous voulez, de passer... ils se sont dit, bon, on va essayer de faire en sorte de trouver d'autres systèmes. Et les opérateurs se sont dit, nous, on va lancer des paiements par téléphone. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle le NFC. Le NFC, c'est le fameux paiement. Mais le lobby de la carte bancaire, qui est quand même 184 banques en Europe, ils se sont dit, attention, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est qu'il y a une telle évolution qu'on va disparaître, puisque c'est les opérateurs qui vont finalement, au fur et à mesure, récupérer le paiement. Donc, ils ont été si puissants qu'ils ont instauré un TPE fixe avec l'UNFC. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer directement là-dessus. Il faut rapprocher son téléphone d'une borne physique pour que la borne physique puisse envoyer par acheminement IP sécurisé et crypté vers une banque. Ils ont dit que les téléphones n'étaient pas sûrs, qu'on pouvait rapidement les pirater. Dans ces cas-là, on était obligé de mettre un TPE fixe quand même. Alors, ça leur permettait de garantir que tout passe par les banques et de dire qu'aujourd'hui, c'était pas sécure le téléphone, alors que c'est faux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va sûrement y avoir une guerre dans ce domaine-là entre les banques et les opérateurs. Alors, je sais qu'il y a Orange Money qui est en train de lancer quelque chose aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, il va y avoir, je pense, des choses qui vont être faites. Nous, peut-être que les Africains, on va faire ce qu'ils appellent les sauts de sauterelles. Ça veut dire qu'on passait d'une ancienne techno, arriver à être les premiers à faire du premier e-commerce sans avoir même peut-être eu connu ou avoir répandu la carte bleue et avoir le paiement. Après, il y aura aussi les tailles de montants. Est-ce que le mobile paiement va pouvoir finalement autoriser de payer, je sais pas moi, un Mac à 3 millions par exemple. Ouais, c'est ça, 5 000 ou ainsi de suite. Donc il va y avoir des montants finalement qui seront des étapes. Donc c'est vrai que il y a plein de petits morceaux comme ça. Je pense qu'on croit tous que l'e-commerce va arriver et l'économie numérique va être déversée comme ça en Afrique. Et je pense qu'il y a des étapes. Malheureusement, on ne peut pas faire tous les sauterelles parce que ça touche à des secteurs différents. Parce qu'après, il y a les questions de la facturation. Il y a les factures qui doivent être émises en ligne. Il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est des factures qui sont dématérialisées. Comment on reçoit cette facture juridiquement ? Est-ce que nous, on est prêt en Afrique à pouvoir avoir cette facture ? C'est-à-dire qu'il y a plein, finalement, sur l'écosystème de l'e-commerce, plein de choses qui doivent être mises en place pour que cet écosystème puisse être stable et décoller vraiment. Et je pense que tant qu'on n'aura pas eu enlever les problèmes de logistique, les problèmes de paiement, les problèmes juridiques, les problèmes aussi de SAV. Qu'est-ce qui se passe quand vous achetez aujourd'hui sur Internet un objet qui ne vous plaît pas ou qu'il est cassé ? Quel est aujourd'hui le système de renvoi Et il y a par exemple des lois sur les services des consommateurs. Par exemple, nous en France et en Europe maintenant,
je crois que c'est jusqu'à 31 jours où on peut rappeler ou renvoyer un Le colis. produit. Donc c'est-à-dire, est-ce que nous, en Afrique, on va avoir des systèmes de maintenance, des systèmes de garantie qui font tout ça? Donc c'est ça qui est finalement complexe. On a l'impression que l'e-commerce va arriver et tout déclencher, mais tant qu'on n'aura pas... Alors l'e-commerce, il y a quand même deux choses. Il y a, je suis un magasin. Alors, il y a trois modèles. Il y a le brick and mortar, le click and mortar et le pure player. Le brick and mortar, c'est un magasin pur et simple, un boulanger. Le click and mortar, c'est un site et à la fois un local. Et le pure player, c'est le 100% en ligne. Et finalement, l'e-commerce, c'est deux choses. C'est où on est 100% en ligne et on peut vendre du logiciel. Et là, il n'y a pas de problème parce qu'un logiciel, on peut renvoyer, il y a un problème comme de des bug. web radios et voilà, tout. c'est ça, exactement. Et il y a le click and mortar où c'est quelqu'un qui finalement va avoir un stock quelque part et vous l'envoyer. Comme et la vente des chaussures. Voilà, exactement. Parce que l'e-commerce... Alors, Tu connais en vente des chaussures. Non, alors moi, non, je dis elle passe son temps. Non, mais moi, je vais être mieux qu'elle. Je vais faire la blague. C'est que moi, j'ai une boutique de broderie en ligne. Sérieux? Oui, tu vois. Parce que c'est un système qui marche qui s'appelle le dropshipping aujourd'hui qui cartonne de plus en plus. Bon, Farid, explique-nous concrètement. On va faire un truc on appelle en droit le cas pratique. Hein. Dis-moi. Tu as une boutique en ligne. Oui. Quand je paye sur ta boutique, comment tu fais pour gagner toi de l'argent? Alors moi, j'ai donc ma boutique. Il y a aujourd'hui, il y a des produits à l'intérieur. Donc moi, je suis un client aujourd'hui. Alors on va aider les auditeurs. Je veux me lancer dans l'e-commerce. D'accord. Il y a aujourd'hui deux choses qui sont faciles. Je vais aller sur PrestaShop ou Magento, qui sont des CMS. Ça, ce sont des logiciels gratuits où on peut faire des sites e-commerce très facilement et très professionnels. C'est aujourd'hui très. Le mieux, je pense, c'est PrestaShop, où n'importe qui n'est même pas informaticien peut créer un site e-commerce. Donc, il va sur un site, il télécharge le site qui s'appelle un PrestaShop. Il va chez un hébergeur, il prend un nom de domaine et un hébergement. Quand il a le nom de domaine et l'hébergement, il met le site PrestaShop dedans. Quand il a le site PrestaShop, il remplit ses produits. Donc maintenant, il est prêt, finalement, voilà. Après, il a ses stocks chez lui à la maison, on va dire, un artisan au Gabon qui est en train de fabriquer des chaussures. Gina fabrique ses petites chaussures, le boulot, elle rentre après la radio et elle veut vendre ses chaussures. Maintenant qu'elle a son site PrestaShop, quelqu'un va aller sur le site internet, d'une dit ça m'intéresse. Donc il va lire, il y a les CGV, donc les conditions générales de vente qui doivent y être normalement. Il met sa carte bleue, il indique nom, prénom, adresse. Automatiquement, lui, il reçoit une facture. Moi, je suis notifié qu'un client... C'est le niveau là que j'ai envie de bien comprendre. Comment on implémente le paiement en ligne sur ton site, toi, le gars qui construit le site? Il y a plusieurs moyens. Tu vas à la banque, tu vas dire à la banque que je veux construire un site, donc ça, je veux payer. Je veux que les gens payent en ligne et ça tombe dans mon compte. Oui, alors c'est ce que... Qui te fait le programme? C'est un développeur? Oui, alors, ça dépend. Je vais te répondre à toutes tes questions. Là, la première chose, tu vas à la banque. Quand tu vas à la banque, tu dis, moi, je voudrais créer un compte, ce qu'on appelle un compte VAD. C'est de la vente à distance. C'est-à-dire que normalement, c'est un compte qui est séparé. Il crée ce qu'on appelle un TPE virtuel. C'est comme le TPE physique. C'est un compte TPE virtuel. Il te donne normalement une sorte de kit à implémenter dans ton site. C'est la banque qui va te la donner avec ton numéro d'identifiant. Ce compte-là, tu le donnes ou à un développeur qui lui l'implémente sur ton site, ou si tu as installé un PrestaShop par exemple, ou un Magento, ou un Joomla, ou un WordPress, ces logiciels aujourd'hui incorporent un petit endroit où tu peux mettre ce code-là. Donc tu mets ce code-là sur le site et automatiquement, ton site internet, alors normalement si c'est bien fait, c'est ce qu'on appelle en HTTPS, puisque ça veut dire que c'est crypté à un niveau suffisant pour ne pas intercepter ta carte bancaire, tu as un site internet qui est fonctionnel. À partir de ce moment-là, le client vient, il paye. Lui, alors il y a deux moyens. Ou toi, tu héberges le paiement. Tu dois être en HTTPS, ou tu n'héberges pas le paiement et c'est ta banque qui l'héberge. Et dans ces cas-là, quand la personne va payer, elle est redirigée vers le site de la banque. Donc il arrive sur le site de la banque, et quand il arrive sur le site de la banque, là, il paye directement. Et il est redirigé vers le site du commerçant en disant merci d'avoir été... il a payé. Voilà, il a payé. Nous, derrière, comment ça se passe dans le back-office? Moi, j'ai mon site, j'ai une notification que j'ai reçu un paiement. Alors, normalement, la banque nous donne un extranet pour vérifier que les paiements est effectué. Donc, moi, je regarde que le paiement est effectué. Il est effectué automatiquement, il n'y a pas de problème. Autre chose, le client m'appelle juste après, il me dit non, mais finalement, ça ne m'intéresse pas. Je me suis trompé, je voudrais annuler ma commande. Donc moi je lui dis un instant, je regarde ce qui a été fait. Si j'ai pas envoyé encore la commande, il n'y a pas de problème. Donc je vais sur le back-office que la banque m'a donné. Je regarde, normalement il y a un numéro de transaction qui est égal avec le numéro pour moi, on va dire, de commande ou de livraison. Je vais sur annuler et la banque renvoie, et je crois que j'ai le droit à 24 heures ou à 48 heures pour envoyer le paiement. Donc si ça se fait, je pense 24 heures ou 48 heures, je n'ai pas de frais.
C'est après que moi je vais avoir des frais parce que la banque a gardé l'argent ce temps-là, quoi. Bon, au final, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé, tu es venu au Gabon parce que tu as un petit peu coaché les différentes équipes qui ont participé au Startup Weekend. Donc, première question, est-ce que face à ces 17 équipes, tu t'es rendu compte qu'il y avait du potentiel? Deuxième question, est-ce que tu penses que finalement on va pouvoir développer ne serait-ce qu'un minuscule écosystème de e-commerce au Gabon? Alors moi alors juste pour information, le Startup Weekend c'est un événement qui est le plus grand événement entrepreneurial au monde. Ça a été fait 1800 fois je crois dans 750 villes, ou en tout cas toutes les capitales dans le monde l'ont fait. C'est la première fois qu'il arrive au Gabon, donc c'est super intéressant parce que c'est un événement qui est très catalyseur dans l'écosystème. C'est un événement qui marche très très bien. Donc au Gabon il y a eu 16 équipes. On a eu des projets vraiment pluriels. À la fois, il y avait des domaines dans l'e-santé. Il y avait des domaines, par exemple, dans l'éducation, avec e-call, e-school. Il y avait des domaines... Moi, il y avait une entreprise qui m'intéressait, que j'ai trouvé super. Il y a un vrai potentiel. En plus, les jeunes... Moi, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé au Gabon, j'en ai fait déjà à peu près une trentaine d'événements comme ça. Et c'était la facilité de prise de parole. C'est-à-dire d'habitude, on a toujours des jeunes qui sont vraiment un peu paniqués à commencer, parce que je rappelle très très rapidement, c'est des jeunes qui viennent pendant 54 heures développer une start-up. Ils arrivent, ils pitchent une idée, ils disent voilà mon idée c'est ça, ils rejoignent leur équipe et pendant 54 heures, ils sont accompagnés de coachs pour arriver à quelque chose. Et à la fin du week-end, ils doivent présenter devant un jury, ils ont 5 minutes de présentation, enfin 2 minutes de présentation, 2 minutes pour montrer leur prototype et 5 minutes de questions-réponses avec le jury. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je trouve qu'il y a vraiment de très beaux projets. Je ne pense pas que l'e-commerce était... Il y avait des sites e-commerce, mais je dirais que les sites étaient très... Alors, c'est assez marrant, mais c'est fou même comme on peut voir que des jeunes qui habitent au Gabon sont complètement linéaires par rapport au reste du monde. Ils ont les mêmes projets que je pourrais être à New York, aux États-Unis, à Kuala Lumpur. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement à la page. Il y avait même certains qui avaient développé des startups que j'avais jamais entendu parler ou des idées qui étaient assez géniaux. Il y avait moi une startup qui m'a plu parce que je voyageais énormément. Et donc leur startup, leur modèle à eux, c'était j'arrive dans un pays, je vais sur leur application, je donne à l'aéroport le nom de mon hôtel et là mon lieu de la mission. Ils me sortent une carte des 3 lieux. Donc je sais tout de suite à combien je suis de minutes, de kilomètres, de 3 lieux où je dois aller. Ils me disent le prix du sandwich, le prix du café, le prix de la monnaie, de la conversion. Donc moi j'arrive et clé en main avec toutes les informations là où je veux arriver. Et je sais que par exemple le prix du taxi et de la course. Donc je suis très rassuré à aller dans n'importe quel pays parce que j'ai toutes les informations grâce à eux. On va pas se faire arnaquer. Donc. Le taxi ne va pas te dire c'est 10 000 alors que c'est 2 000. Exactement. Quoi. Et puis même, ils voulaient faire de la conciergerie de luxe et dire que moi quand j'arrive, je reçois avec une lettre par exemple, une puce, mon itinéraire et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai déjà ma carte de téléphone quand j'arrive à l'aéroport. Si je le veux, par exemple, je peux commander ça. Donc il y avait vraiment des projets innovants. Les jeunes étaient super sympas, c'est vraiment bien passé. Et je pense que oui, il y a des écosystèmes aujourd'hui au Gabon. Là, tout à l'heure, on va aller voir le L-Lab, qui est un lieu aujourd'hui d'un écosystème au Gabon. Et j'ai vu encore, il y avait Kevin, qui lui avait fait le premier Barcamp, le premier Innovaton et dernièrement le TEDx. C'est assez marrant, comme souvent on voit les décollages des écosystèmes quand tous ces événements arrivent d'un coup. C'est qu'on se dit que l'écosystème est mûr, qu'il est en adéquation avec, on va dire, la mondialisation. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, ça va arriver. Après, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est toutes les questions de sécurité, les questions de confiance qui vont faire en sorte que ça va décoller. Les questions législatives, les lois et tout le reste. Il faut que l'État mette la main. Merci Farid, on a vraiment beaucoup discuté, 23 minutes au compteur, c'était super de t'avoir aussi ce matin. Tu es basé en France ou en Algérie? Ouais, alors moi, je suis basé en France, mais on a monté un collectif entre Africains. D'accord. Où le but du jeu, c'est de créer un événement qui s'appelle les Web Days et on fait des événements entre nous. D'accord. Et chacun promeut la licence d'un autre Africain. Moi, par exemple, je suis en Algérie, je fais des événements d'Ivoiriens et de Sénégalais. Les Sénégalais font les événements des Marocains, les Marocains font les événements des Béninois. Et nous, on veut lancer en Afrique un écosystème de licences d'événements africaines. D'accord. On aura donc l'occasion de te recevoir la prochaine fois que tu viendras pour tes activités au Gabon. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, c'était Farid Arabe dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va retrouver Ingrid pour parler de femmes et de santé dans la rubrique au féminin. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM
c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.